Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 10e épisode de Star Wars en direct Making of. Et oui, aujourd'hui nous nous consacrerons à la pré-production du premier épisode ou du 4e épisode, ça dépend dans quel sens on prend les choses. Exactement. La menace fantôme. On espère que vous allez bien, que ce satané virus ne vous a pas touché de trop près et que vous en avez profité de cette période de confinement, eh bien pour renforcer votre fandom Star Wars. Et toi, chère Margot, quelles sont tes nouvelles en ce confinement? Eh bien écoute Martin, je vais bien, je suis très heureuse que nous reprenions nos activités Star Warsiennes et je suis toute prête à partir dans l'hyperespace. Très bien, effectivement, nous allons en profiter avant de partir en hyperespace. Okay. Remercier nos partenaires, mintinbox.net, siteclan.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geek Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Eh bien, c'est parti, on va en hyperespace, pardon. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Imaginez un monde parallèle, où Star Wars est un lointain souvenir, s'achevant sur une trilogie triomphale, les aventures, on peut le dire, du plus célèbre héros cinématographique Luke Skywalker. Des rumeurs, encore des rumeurs, une nouvelle trilogie, un casting en cours, un scénario serait-il en place? Et puis, plus rien. 16 longues années d'attente, jusqu'à l'annonce bel et bien confirmée d'un nouvel épisode en préparation. Vous imaginez l'état des fans. 5 années de plus que ce que nous avons vécu pour beaucoup entre la revanche des Sith et le réveil de la Force. Imaginez un petit peu l'état de fébrilité du monde entier à l'approche de la préparation d'un nouvel épisode. Et oui, une très très longue attente. C'est pourtant ce qui s'est passé sur les 10 dernières années du XXe siècle, cette attente. L'appétit pour la saga Star Wars ne cesse pourtant de croître. La sortie de la Star Wars Special Edition en 1997, donc la ressortie au cinéma, à l'occasion des 20 ans d'un nouvel espoir, fait un carton dans le monde entier. Et malgré une conclusion claire d'une trilogie mondialement célébrée, il est pourtant bien certain dans l'esprit de George Lucas que sa saga a été conçue dans l'optique qu'elle ait suffisamment de succès pour en expliquer les origines. Donc à la base, il n'était pas forcément envisagé de faire un retour vers le passé. Exactement. Et l'édition spéciale au cinéma amène une nouvelle génération de fans finalement à se développer et exprimer un message clair qui est parfaitement résumé dans le livre The Making of The Phantom Menace de Laurent Bouzereau et Jody Duncan, qui a servi comme source, entre autres avec beaucoup de vidéos, de bonus DVD, etc. pour notre émission aujourd'hui. Le message il est clair de cette génération de fans, c'est « Nous en voulons plus ». À l'été 97 commence le tournage du nouveau film Star Wars. La rumeur est déjà là dans le monde entier, vous savez, c'est un secret et naturellement tout le monde est au courant. George Lucas et son producteur Rick McCallum ont entendu les fans. Et c'est tout à leur honneur. Exactement. Et merci à eux. Mais avant quand même que commence le tournage, bien sûr, on va se consacrer à toute la préparation avant le 1er novembre 1994, date fatidique dans l'histoire, puisque George Lucas commence l'écriture d'un nouveau script, une nouvelle histoire de la saga Star Wars, 20 ans plus tôt. Pourtant, la base de ces histoires à raconter, pourtant bel et bien d'ores et déjà connue du réalisateur, un personnage nommé Anakin Skywalker qui grandit sur une petite planète, peut-être désertique, nous verrons, avec des talents spéciaux. Alors c'est à cela que nous allons nous consacrer, nous allons parler aujourd'hui de ces 2 ans qu'il a fallu à George Lucas pour préciser les différents éléments et écrire le corps, la structure, les contours de ce qui deviendra finalement l'épisode
1. Nous vous avons déjà parlé de la relative aversion de George Lucas pour l'écriture et cet épisode ne fait pas exception. Souvenez-vous, dans nos précédentes émissions, nous avions parlé de toutes ces fins alternatives qui auraient pu advenir, mais Oui, et puis bon. voilà, nous voyons que l'écriture chez George Lucas n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, exactement. C'est clair que c'est vraiment pas sa partie préférée. Il a souvent dit que sa partie préférée, c'était plutôt la post-production, mais enfin, il faut quand même bien y passer. D'autant plus qu'un monde nouveau est à créer et que les décisions prises dès aujourd'hui impacteront les 2 prochains films à venir, Eh oui. parce qu'on a déjà en idée d'une trilogie. D'autant plus, avec une trilogie derrière lui, il y a un puzzle d'ores et déjà à moitié en place et à respecter, ce qui finalement ne rend pas la chose facile. Toute la difficulté de ce premier épisode, comme c'était le cas finalement pour ce que deviendra l'épisode 4 par la suite, Un Nouvel Espoir, c'est d'en faire une bonne introduction pour les épisodes à venir, tout en faisant ce qu'on appelle un stand-alone, donc à savoir un film qui se suffit à lui-même. Sans vouloir lancer la polémique, on peut se demander si les successeurs de la dernière trilogie ont eu le même souci en tête. Bref, La vie de Margot est donc d'ores et déjà connue. En tout cas, du point de vue de George Lucas, ce premier épisode doit ressembler au premier acte d'une pièce de théâtre, avec toutes ces phases importantes que sont la présentation des personnages, avec un développement qui se précisera lors d'un 2e épisode, et enfin une conclusion lors du 3e épisode, en fait une trilogie qui reprend les 3 temps du théâtre. Exactement, et plutôt cohérent donc quand on y pense avec la manière dont sont organisés à la fois l'épisode 1 en tant que tel, et l'épisode 7 par la Oui. suite. Il apparaît clair lors de cette pré-production qu'une nouvelle trilogie est donc sur les rails, et si ce premier épisode est un succès bien sûr, ce dont on doute encore à l'époque, qui nous paraît aujourd'hui inconcevable. Voilà. Donc les premières questions inévitables se posent. D'abord, quel âge donner au jeune Anakin ? 12 ans dans la première version du script. Ceci étant fixé dans un premier temps, Lucas se rend compte qu'il rend moins traumatique certains moments de la vie du jeune Padawan s'il est âgé de 12 ans, notamment la séparation avec sa mère. Donc on commence à envisager de rajeunir un petit peu notre cher Annie. Exactement, mais quid par exemple de la course de pod, qui est d'ores et déjà identifiée comme une scène clé du film, et comment justifier qu'un jeune garçon de 9 ans puisse conduire un tel engin ? Eh bien Lucas se sert beaucoup du fait que beaucoup de jeunes garçons conduisent des karts par exemple. Voilà un exemple intéressant à suivre et qui donne beaucoup d'espoir à nos jeunes enfants. Oui, on voit que tous les enfants à voir comment tu conduis n'ont pas fait du kart, ça ne leur a pas profité de la même façon. C'est ça. Alors, comme toujours dans les œuvres de Lucas, le scénario, il est plutôt orienté dans l'action et moins dans l'émotion et la sensibilité, Bah, quand même même, si le passage de la séparation doit être un moment clé du film. Et c'est donc l'occasion pour Lucas d'évoquer ces thèmes de prédilection, notamment de manière assez évidente, la dualité. Donc cette dernière s'exprime à la fois via Padmé, la jeune et belle reine de Naboo, qui utilise une servante pour se protéger, puis entre Obi-Wan et Qui-Gon, qui sont en fait 2 faces d'une même pièce, le chevalier Jedi. Tout à fait. Alors il faut attendre un peu évidemment avant qu'Obi-Wan ne prenne progressivement les traits rebelles de son maître, puisque d'abord il est un peu plus, consensuel. Tout à fait. Après, il y a d'autres thèmes qui ont été soulignés comme étant chers aussi au cinéma de George Lucas. Finalement, c'est aussi la relation en symbiose, notamment via le personnage d'Anakin, conçu par les midi-chloriens et considéré comme l'élu qui rapportera l'équilibre. Vous vous souvenez, on verra que cette notion de midi-chlorien fait débat parmi les fans, n'est-ce pas ? C'est en tout cas très biblique. Tout à fait. Ce dernier élément fait également partie des thèmes évoqués dans le film et dans la saga de manière générale, l'équilibre entre le bien et le mal, les 2 côtés de la force, apporté donc dans l'histoire, comme je viens de le dire, par ces très controversés midi-chloriens. L'équilibre est aussi difficile à trouver pour George Lucas entre la trame principale, donc l'histoire qu'il faut suivre d'Anakin Skywalker pour nous emmener au dénouement que nous connaissons tous, mais également mettre en valeur ces personnages secondaires, introduire de nouvelles planètes, bref, étoffer l'univers Star Wars. Au final, ce ne sont pas moins de 5 trames principales qui sont identifiées à travers ce scénario. Il y a l'ascension au pouvoir du sénateur Palpatine, la Fédération du Commerce en 2e, 3e l'Ordre Jedi à travers la relation Qui-Gon-Obi-Wan, Anakin aussi. Skywalker bien sûr, et l'ascension des Sith. Le temps étant interconnecté. Alors que le script commence à prendre forme, notre cher Lucas décide de lancer la pré-production du film avec son fidèle collaborateur Rick McCallum,
qu'il a rencontré précédemment, un petit retour en arrière s'impose. Exactement, les deux hommes se connaissent depuis 1990 et ont forgé une relation professionnelle, disons, fructueuse, particulièrement avec une série à succès qui s'appelle The Young Indiana Jones Chronicles, les aventures du jeune Indiana Jones. Alors, les chiffres donnent un petit peu le tournis pour ces aventures du jeune Indiana, avec 36 épisodes de 45 minutes chacun, 4 téléfilms de 90 minutes, 3 ans de tournage dans 30 pays, 25 nominations aux Emmy Awards, pour 11 gagnés, ce qui est quand même pas mal. Pas mal, ouais, carrément. Et une nomination aux Golden Globes en 1993 comme meilleure série dramatique. Et donc, c'est peu dire que cette série a un impact quand même déterminant sur la production de l'épisode 1. Notre duo favori pour la préparation de cet épisode, Laurent Bouzereau, Jodie Duncan, dans leur livre The Making of the Phantom Menace, la considérant même comme un template de production pour l'épisode 1, donc un modèle de production finalement. Ce qui n'est pas plus mal quand on sait les difficultés de structuration de sa production qu'a eu notre cher Georges. Donc le modèle tend de manière assez compréhensible à produire un film tourné aux 4 coins du globe avec la meilleure qualité possible tout en limitant les coûts. Nous savons que ça c'est la marotte de George Lucas, celui qui a tendance à exploser les budgets. C'est sûr, c'est sûr. Alors la première méthode qui est, si on peut dire, privilégiée consiste à engager des jeunes talents tout juste diplômés d'école de cinéma n'ayant que peu ou pas d'expérience. Donc vous imaginez la chance qui leur est offerte, mais vous imaginez aussi les économies de salaire qu'on peut faire sur des gens qui n'ont aucune expérience. C'était donc la leçon d'extrême gauche de Margot Lucas, merci. Cela n'a pas sa place ici. Bref, deuxième, en tout cas oui, c'est quand même une sacrée chance pour ces gens, et ça a été une occasion de révéler énormément de talent. Deuxième manière de faire dans ce template de production, flouter la frontière autrefois stricte entre production et post-production, comme nous-mêmes on l'a fait à travers nos épisodes, d'abord le tournage, ensuite la post-production, et là à travers ce modèle se permettre un peu des allers-retours entre les deux, pour faire évoluer l'histoire et gagner du temps. Mais les implications sont nombreuses, des acteurs qui sont disponibles 24 heures sur 24, une petite équipe de tournage facilement mobilisable, construire des décors en amont et ne pas les détruire pour pouvoir y revenir, hors donc du système de studios traditionnel, parce que c'est vrai que dans le traditionnel, on construisait des décors et puis une fois que c'était fini, on détruisait. Que là on laisse, si jamais on peut revenir dessus, pourquoi pas. Et enfin la dernière chose qui est nécessaire dans ce procédé flouté, c'est d'avoir une technologie digitale qui soit assez développée pour fournir des décors et façonner des environnements, là encore à moindre coût. Donc autant là de précautions, de modèles que McCallum et Lucas vont tenter d'appliquer à l'épisode 1. Et oui, les premières réflexions à ce sujet commencent d'ailleurs bien avant l'écriture du script, en été 1994, donc mon année, ma période de naissance. Coïncidence, je ne crois pas. Je pense que tout le monde est très ému d'apprendre ça. McCallum donc engage Gavin Bucket, chef décorateur britannique alors âgé de 40 ans, étant notamment passé par la case Spielberg sur le très beau film L'Empire du Soleil qui date de 1987. En cet été de 1994, alors que Martin Novaki allait connaître son épiphanie, commencent aussi les premiers repérages de tournage. Les pistes sont nombreuses. La Tunisie, bien sûr, pour des raisons que vous connaissez déjà avec Tataouine, qui est devenu Tatooine, mais aussi le Portugal, le Maroc et d'autres jolis coins du vieux continent européen. Exactement, et on reviendra sur la Tunisie tout à l'heure, il y a une anecdote savoureuse à ce propos. Et justement, à cette époque, l'idée est déjà claire que Tatooine, bien sûr, apparaîtra dans le film. Le Portugal est envisagé pour les décors de la planète Naboo, mais dans le même temps, McCallum souhaite mettre en place un département de ce qu'on appelle les concept arts, avec de jeunes artistes, n'est-ce pas, sortis d'école, en charge de designer l'univers que George Lucas a en tête. Jusqu'à la fin de l'année 1994, McCallum se lance dans la recherche de ces fameux jeunes artistes sans expérience donc. On utilise les moyens du moment, notamment Internet qui se développe, on diffuse des annonces dans les écoles d'art, de design, d'architecture. En fait, ce McCallum, c'est un véritable responsable de recrutement. Tout à fait. Et une proposition voit le jour de la part d'un directeur artistique qui est d'ores et déjà bien respecté à ILM et qui s'appelle Doug Chiang. Celui-ci souhaite faire partie de cette nouvelle aventure cinématographique naissante et envoie ses concepts à Rick McCallum. Alors, il reconnaît la qualité du travail, mais toujours fidèle à sa volonté de recruter de jeunes talents. McCallum, il est d'abord un petit peu réticent et il rechigne à attribuer une responsabilité dans le domaine des concept arts à Chiang, pardon. C'est Chiang, pardon. Exactement. Pourtant, il doit se rendre à l'évidence rapidement.
Rien de ce que lui est proposé à côté ne surpasse la qualité du travail du directeur artistique. Et donc en novembre 1994, et je pense qu'on peut tous le remercier pour ça, Doug Chiang est nommé directeur du design. L'équipe commence à se constituer avec des pointures comme Terry Willach, notamment sur la partie créature, et Ian McCaig. De 1995 à 1997, tous ces artistes collaborent directement avec Lucas pour prévisualiser les personnages à venir, les environnements, les séquences d'action, et vous imaginez le millier de dessins qui en résultent. Exactement. Alors l'organisation qui est adoptée est la suivante: on se rencontre 1 fois par semaine, puis 2 à 3 fois par semaine quand la pré-production s'accélère. Ce qui ne saurait tarder. Le mot d'ordre est le suivant, l'originalité. Je pense que ça a dû aider tout le monde. Lucas statue clairement en ce sens dès le démarrage, afin que l'épisode 1 s'inscrive très clairement dans un autre style que ce qui a pu être fait auparavant dans l'univers. Donc les premières idées de Lucas sont inscrites à l'agenda et dans la to-do list des fameux artistes dont on a parlé. Il nous faut évidemment une planète Tatooine, une cité qui va s'appeler Gungan, il nous faut aussi Naboo. Et bien entendu, le monde réel reste toujours une source d'inspiration inestimable, et c'est ainsi justement que la capitale de Naboo, Theed, s'inspire beaucoup de la cité de Venise dans un premier temps, avant de virer à la marocaine. Et ça, c'est Doug Chiang qui nous le dit, mais nous le verrons un peu plus tard. Plus compliqué, en tout cas, de s'inspirer de l'existant pour la cité Gungan. Bien que son design donne du fil à retordre aux équipes, Lucas insiste pour tirer son architecture de l'existant afin que le public puisse s'identifier plus facilement. C'est vrai que quand on a en image la cité Gungan sous l'eau, Oui. j'ai encore du mal à fixer un truc à laquelle on puisse s'identifier, mais vous verrez quand même. Singapour. Vous ne connaissez pas les filles de Singapour. Et donc du coup, ils se sont quand même tirés du réel comme on va le voir maintenant. Alors, l'art nouveau, c'est d'abord indiqué comme un bon commencement. Vous savez, on essaye de s'inspirer de courants artistiques. Et là, c'est l'art nouveau qui semble le plus approprié. Chiang décide de tirer avantage des éléments naturels, des arbres, des racines, de les exagérer, afin de donner vie à cette fameuse cité sous-marine. S'il existe une planète par contre pour laquelle on ne démarre pas de zéro, c'est bien celle de Tatooine, la désertique. Les dessins préparatifs du grand Ralph McQuarrie, vous savez, qui a contribué à la trilogie de manière très 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 importante, dans tout l'univers de manière générale, eh bien, ces dessins préparatifs donneront, comme souvent dans les pré-productions Star Wars d'ailleurs, une idée concrète de ce qui pourrait être développé à l'écran. Mais il y a une chose que nous avons apprise, il ne s'agit pas exactement de Mos Eisley comme dans l'épisode 4, mais bien de Mos Espa, que les équipes artistiques décident d'établir plus traditionnel, notamment avec une place du marché central, comme ça se fait dans les pays moyen-orientaux, dans les pays d'Europe également. Et même dans notre petite charmante ville d'Aubernay. Oui, merci, oui. Donc la Tunisie reste pour cela une forte source d'inspiration. Les réflexions débutent sur une scène du film, principale donc comme on l'a dit, la course de Pod Racer. Pour le Stadium, l'idée est quand même vraiment de rester sur du primitif, comme si, et je cite, là évidemment je me permets de citer, comme si on avait simplement posé des fondations très simples et construit un stade dessus. Oui, primitif n'est pas ton expression. Non. Et donnant une idée quand même un peu du niveau de, peut-être pas de pauvreté de cette planète, comme on peut le voir pour la majorité du film. Quelque chose d'assez modeste et dénudé. Exactement. Donc, les designs de Ralph McQuarrie restent toujours, on vous l'a dit, une excellente base pour développer la planète capitale Coruscant. Yeah. Exemple, d'accord. Exemple parlant, le Sénat, qui est déjà très bien imaginé et projeté dans le génie créatif de Monsieur McQuarrie. Quand on regarde les dessins, la structure est d'ores et déjà la même, finalement, et très ressemblante au niveau final. Oui, les structures sont équipées dans son esprit de plateforme flottante qui devait au démarrage être utilisée pour la course de Pod Racer. Donc en fait, on recycle ces idées. Ça rend le combat final de Yoda et Palpatine dans l'épisode 3 très différent. On s'imagine si ces plateformes n'avaient pas eu la forme qu'elles ont finalement dans l'épisode 3. Exactement, et puis vous voyez dans le film de l'épisode 1, il y a une petite référence, puisque quand il monte sur leur espèce de plateforme pour voir la course, Qui-Gon, sa mère, etc., ça ressemble beaucoup à celle du Sénat, donc effectivement on voit un peu ce qui peut en être tiré. Suite aux environnements, quid des créatures maintenant. Une nouvelle fois, un monde nouveau est à créer. C'est là que Terry Whitlatch va jouer un rôle essentiel, notamment par son expérience en zoologie. Tiens donc.
Comme quoi, soit on prend pas d'expérience, soit on prend des gens avec des expériences différentes. Première étape, concentrer beaucoup de photographies d'animaux qui pourraient être ensuite modifiées pour le film. Ensuite, et avec l'aide de ce cher George Lucas, on établit des liens et on échange les caractéristiques des animaux entre eux. En fait, on s'essaye au mix et au traficage génétique. Et c'est ainsi que Watto naît. C'est un mix très intéressant entre la figure du chérubin, donc vous savez ce petit ange blond et gros et gras, oui, qui n'est pas un animal, mais tout de même, et des pattes de canard. Et voilà, ça devient Watto, exactement. Et quid de ce qu'on appelle le Famba, l'animal portant les boucliers Gungan de la bataille finale? Eh bien, c'est un mix de rhinocéros, de tricératops, avec une queue gigantesque. Voilà, donc si vous souhaitez occuper vos enfants pendant les prochaines vacances, vous pouvez les inviter à faire la prochaine trilogie Star Wars. Ou de deviner les animaux qui se cachent derrière Watto, ou le Famba, par exemple. Mais le premier personnage qui est développé, tant cela s'annonce complexe, c'est Jar Jar Binks. Jar Jar Binks. Alors, l'idée de base est d'en faire, n'en rigolez pas, un véritable Chewbacca de la prélogie, parce qu'on sait toute l'affection que suscite Chewie dans l'esprit des fans. Lapsus révélateur. Bon, lapsus révélateur, je ne me sens pas si poilu que ça. Mes cheveux sont un peu plus longs, ceci étant dit. Merci, dans l'esprit des fans, mais avec des dialogues un peu plus nourris que les bruits auxquels nous a habitué notre cher Chewie. Tout à fait. Donc 1 an et demi sont quand même nécessaires à la préparation complète et pour arriver à la forme finale de Jar Jar Binks. Et donc pour que Jar Jar plaise autant aux femmes que Chewbacca, eh bien les designs s'enchaînent avec des vrais mix d'animaux. Le canard est à nouveau mobilisé, ce cher canard. On y ajoute un peu de chien, une couleur verte marécage, avant de se fixer peut-être sur la couleur orange, et peu à peu, le design prend forme. Bon, on ne peut pas vraiment dire que ce soit très réussi, mais c'est pas grave. Les animaux ne sont pas uniquement des sources d'inspiration pour les aliens. Par exemple, l'éléphant sert de base principale aux MTT, les Multi-Troops Transports. Vous savez, ces énormes machines qui transportent les droïdes sur les plaines de Naboo pour la bataille finale. Et un personnage marque les esprits par son aspect particulier, c'est Sebulba, le champion de Pod Racer. L'idée de base semble simple, quelqu'un qui marche sur ses mains et qui se sert de ses jambes comme des bras. Pour renforcer l'aspect antipathique, on décide de mixer différentes sortes d'araignées et un chameau qui aurait, je cite, mal tourné. C'est réussi. Donc on commence à ce moment-là à évoquer des personnages bien connus de l'équipe et des fans, ainsi que leur look général durant le film. Il est ainsi clair que Jabba le Hutt apparaît un peu plus fit, ce qui n'est finalement pas si compliqué que ce qu'il n'était dans les épisodes précédents, et il se fait accompagner d'une femelle. Alors attention, vous allez découvrir le nom de la femelle, elle s'appelle Gardoula. Et oui, pour tous ces dessins et idées de créatures, Whiplash crée également des dessins similaires à ce que pouvait faire Léonard de Vinci avec l'homme de Vitruve, afin de donner une idée claire à ILM de où se situent les muscles et les articulations. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais nous payerions cher pour trouver celui de Jar Jar. Mais qui doit exister peut-être dans les archives du Skywalker Ranch, quand nous aurons l'occasion d'y aller. Oui, bien sûr. Nous regarderons. Hein. Donc ces dessins sont par la suite créés en maquette 3D, on les transforme et ensuite on les intègre aux ordinateurs ILM, et c'est la première étape de la création des modèles ordinateurs. Les costumes, quant à eux, sont principalement le travail de Ian McCaig, en lien direct avec Trisha Biggar, la grande responsable des costumes de la prélogie. Des couleurs sont ainsi d'abord attribuées aux planètes. Coruscant se voit attribuer le gris, le marron, le noir, ce qui ne nous étonne pas du tout. Le vert et l'or sont souvent les couleurs de Naboo, et les couleurs de Tatooine étant évidentes, bien sûr, de par la trilogie. Un mélange de sable, de jaune et de sable. Je n'aime pas le sable. Bon... Les Jedi sont également simples sur le papier à designer, puisque Lucas décide de se caler sur ce qui a pu être fait sur les costumes d'Alec Guinness, oui. Et ce qui permet évidemment au public de reconnaître et d'identifier instinctivement les deux chevaliers Jedi dès le début du film. Mais comme on peut s'imaginer, les costumes les plus complexes, à ce stade, c'est quand même ceux de la reine Amidala de Naboo. Là encore, un mix intéressant de choses existantes a lieu, certains types de fleurs, ainsi que des costumes mongoliens et tibétains pour l'aspect imposant. Alors que quand même, l'actrice est jeune et frêle, mais les costumes dans lesquels elle se trouve enfermée, ainsi que ses coiffures, suffisent à susciter le respect.
Alors, les droïdes jouent aussi un rôle important, similaire à celui joué par les Stormtroopers dans la trilogie. Donc, les premiers dessins de Doug Chiang sont très clairement inspirés de ces Stormtroopers avant que l'on prenne une direction un peu plus indépendante et qu'on décide de s'affranchir de la ressemblance avec les Stormtroopers. Et en parlant de droïdes d'ailleurs, il apparaît rapidement clair aux parties prenantes de cette pré-production que C3PO et R2D2 feront leur grand retour. Mais là encore dans des looks différents de ce que l'on a pu connaître. Pour le droïde de protocole, l'image donnée par Lucas est simple, un homme de cam. R2D2 de son côté apparaît très légèrement plus propre que dans la trilogie, ce qui comme Jabba n'est pas difficile à faire. Évoquons maintenant le sujet des armes, qui joue bien sûr un rôle prépondérant dans notre saga préférée. Ces armes sont imaginées en fonction d'un niveau avancé technologique des personnages. Ainsi comme pour les Ewoks d'ailleurs, les Gungans sont simplement munis de lances et de boucliers pour suggérer un aspect encore une fois je cite plus primitif. La Fédération du commerce de son côté dispose d'armes plus sophistiquées via leurs blasters. Et les sabres laser évidemment font partie rapidement des discussions. Si l'on reste sur les couleurs originelles de la trilogie, de nouvelles idées émergent rapidement, notamment un double sabre laser, et vous devinez qui est-ce qui le porte, qui est imaginé par George Lucas en compagnie du coordinateur des cascades, Nick Gillard. Après une année de travail du département artistique, soit aux alentours de l'année 1996, Lucas souhaite attaquer la préparation des storyboards, qui pour rappel sont des projections de plans finaux par l'intermédiaire des dessins. Ça permet de mieux imaginer à quoi le film va ressembler, de mieux organiser la journée de tournage, mais aussi et surtout d'anticiper les difficultés. Mais pour ce faire, il faut savoir dessiner. Tout à fait. Merci Martin pour cette précision tout à fait utile. Donc Lucas reste le principal organisateur de ces sessions, en sa qualité de réalisateur, et il exprime naturellement sa grande vision aux autres artistes chargés de la retranscrire, et chaque scène, vous vous en doutez, est méticuleusement épluchée. Considérant d'ailleurs que 70% du film contiendra des effets spéciaux générés par ordinateur, ILM et George Lucas travaillent très tôt ensemble sur ce qu'on appelle des animatics, ça veut dire des images animées brutes avec une faible résolution, mais qui peuvent très tôt donner une image globale du film, et c'est une vraie nouveauté évidemment par rapport à la trilogie. Pour la trilogie originale, Lucas avait rassemblé des images des actualités de l'époque, comprenant donc des plans aériens, afin de donner une meilleure idée de la chorégraphie. C'est donc une sacrée évolution puisque vous voyez, on n'est plus du tout sur le même processus. On charge donc un certain David Dodzoretz, 24 ans, de créer toutes ces animatics. Ben Burt, notre fameux et grand ingénieur du son associé à la saga, est également à la rescousse pour monter les séquences ensemble. Il a 24 ans, notre ami Dodzoretz, mais il maîtrise déjà son sujet car c'est lui qui crée toutes les animatics de la séquence d'hélicoptère de Mission Impossible. Un CV déjà donc bien chargé. Alors, s'agissant du procédé, eh bien c'est très simple. Lucas fournit un storyboard et une description du plan. Dodzoretz, j'arrive jamais à dire son nom, se charge de la transformer en animatics. Oui. Ainsi, ils sont d'ores et déjà capables de deviner à l'avance les plans de caméra, les objectifs à utiliser, faire l'inventaire des décors, localiser chacun dans l'espace, quel lieu, quel personnage, quel placement. En été 1995, Dodzoretz et Burt s'attaquent à la séquence des pod racers, scène clé du film, pour laquelle leur responsabilité est immense. Quelques passages seulement de script, certes, mais 12 minutes de pure vitesse en film. Tout un défi. Les storyboards à leur disposition sont à la hauteur, ils sont plus de 500. À n'en point douter, c'est un travail tout à fait éreintant, puisque les animatics sont produits à hauteur de 3 secondes de film par semaine. Vous vous rendez compte, en une semaine, on fait 3 secondes de film. C'est ça. Par la suite, Dodzoretz gagne en expérience et plusieurs autres personnes sont recrutées, et là, on augmente la productivité puisqu'on parvient à faire 60 secondes de film par semaine. Il y a donc du mieux, c'est sûr. Une fois la séquence terminée, le travail, lui, bien sûr, est loin de l'être, et beaucoup d'autres scènes passeront par le même processus. In fine, les animatics serviront lors du montage pour combler les plans manquants et donner une idée, aux futurs responsables de studio, etc. Au début de l'année 1995, on commence le casting. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça se bouscule au portillon. Un peu plus, c'est sûr, que dans la trilogie précédente. Oui, ça devient donc d'autant plus difficile de choisir les bonnes personnes. Robin Gurland est choisi pour mener le choix du casting. Pendant 2 ans, cette
femmes parcourent 7 pays différents afin de trouver les bons acteurs pour les rôles clés du film. Chaque acteur, connu ou moins connu, est rencontré et une sélection s'opère jusqu'à une rencontre avec le créateur George Lucas. Le process est ceci dit un peu particulier au sens où aucun acteur ne verra le script, ce qui quand même en surprend plus d'un. Faut-il y voir là un rapport avec les spoilers de David Prowse le fameux, on le salue. dans les précédents épisodes. Alors, la rencontre, du coup, au moment du casting, bien, il s'agit simplement d'une discussion avec Lucas sans réelle demande d'interprétation à chaud. Donc, l'objectif, c'est de cerner la personnalité de l'acteur et voir dans quelle mesure la personnalité de l'acteur ressemble à celle du personnage. Donc, en fait, eh bien, les acteurs ne sont pas choisis pour leur talent d'acteur, mais pour la profondeur de leur personnalité. Alors, on verra qu'il y aura des tests qui seront effectués par la suite avec le jeune Anakin, on va y revenir dans un instant. Mais pour les acteurs un peu plus adultes, c'est vraiment ce qui s'est passé. Le premier acteur à être engagé n'est autre que Liam Neeson dans le rôle de Qui-Gon Jinn. Bien que le personnage est censé avoir 60 ans, ce qui est loin d'être le cas de l'acteur à l'époque, il est constamment maintenu au top de la liste. L'acteur est alors à un premier pic de sa carrière, Liam Neeson, avec une nomination aux Oscars pour son rôle dans La liste de Schindler de Steven Spielberg. La discussion avec George Lucas se passe à merveille et tourne principalement autour des enfants et de leur rôle de père respectif, ce qui fait plutôt sens quand on considère le rôle de Qui-Gon Jinn. Liam Neeson raconte simplement avoir évoqué Star Wars à la fin de l'entretien pour dire « Au fait, j'aimerais vraiment en faire partie !» Et voilà, ça suffit. Ensuite, on se concentre dans les recherches pour trouver la personne qui incarnera Obi-Wan, le disciple de Qui-Gon, personnage bien connu de la saga. Tout à fait. La base de recherche principale s'accentue et s'articule surtout autour de la ressemblance avec Alec Guinness. 50 acteurs sont désignés comme potentiellement intéressants et les profils sont comparés avec des photos d'Alec Guinness. Et c'est Ewan McGregor qui est retenu parmi tous ces acteurs. Il passe le dernier entretien avec George Lucas, cette fameuse discussion, et lui apprend, technique infaillible, chers amis, que Dennis Lawson, qui jouait le personnage de Wedge dans la trilogie, est en réalité son oncle. La fin de l'entretien est... Ce qui est vrai, hein, sincèrement. Hein. La fin de l'entretien est concluante, et McGregor, eh bien, remporte le rôle d'Obi-Wan Kenobi. Cadeau de bienvenue, un rasage, n'est-ce pas, de ses longs cheveux d'écossais, notamment pour tester la longueur de la tresse de Padawan. On vous conseille de regarder sur YouTube le making-of de l'épisode 1, voilà, qui est sur la chaîne de Star Wars d'ailleurs. Ce passage est tout à fait savoureux. Consacrons-nous maintenant à la reine Amidala et à celle qui sera choisie pour l'incarner, cette reine Amidala qui doit devenir, vous le savez, la femme d'Anakin. Natalie Portman, qui a 16 ans au moment du casting, est loin d'être inconnue dans le monde du cinéma, puisqu'elle a joué dans les films Mars Attacks, Hit, et s'apprête à démarrer une carrière à Broadway dans le rôle titre d'Anne Frank. Le rôle d'Anakin est également crucial. Et oui, puisque plus de 3000 enfants sont rencontrés par Gurland, Robin Gurland qui est la femme chargée des castings. Oui. Et en plus, aucun appel général n'est lancé dans le monde. Un garçon de 5 ans est rencontré, il s'agit de Jake Lloyd. Il est bien sûr considéré comme trop jeune à l'époque, mais Gurland identifie déjà en lui les qualités qui en feraient un excellent Anakin. Nous étions trop jeunes malheureusement pour postuler, mais bon. Pourquoi pas. Son profil est gardé en tête, Gurland ayant en tête finalement qu'au moment du tournage, le jeune Jake pourrait faire l'affaire. 2 années plus tard, en 1997, eh bien, ce profil reste dans les esprits, le rôle n'est toujours pas pourvu. Il est donc rappelé avec 2 autres garçons pour un test final au Skywalker Ranch, bonjour le stress, qui se révèle concluant. Imaginez plutôt 3 enfants de 7 ans dans un petit bureau, chacun appelé à son tour pour entrer dans une autre pièce. Dans celle-ci, une énorme caméra sur pied. George Lucas explique la scène aux garçons, Natalie Portman présente, il y a des éclairages partout et vous devez faire votre meilleure impression. Sur le film Making of, en tout cas, c'était comme notre impression quand on l'a vu, on voit clairement que ce jeune acteur, a une vraie différence dans son interprétation, l'incarne vraiment comme il faut, et le voilà signant son contrat, entouré de 5 agents, coachs, famille, soulignant à quel point ils sont très fiers de lui. Tu m'étonnes. Banco, les amis. Alors, pour jouer la mère d'Anakin Skywalker, maintenant Shmi, Lucas et McCallum tombent rapidement d'accord sur Pernilla August, qui est une actrice suédoise qui est apparue dans la série Indiana Jones. Alors même si elle est ravie d'être sélectionnée, l'actrice exprime de sérieux doutes sur son accent suédois.
Ce à quoi Lucas répond « Ne t'en fais pas, Shmi Skywalker vient aussi d'une galaxie suédoise. » Lucas sait donc vraiment bien parler aux femmes. Comme c'est le cas pour son personnage, Ian McDiarmid est le seul acteur apparaissant à l'écran de la trilogie originale qui est rappelé pour le rôle du sénateur Palpatine, une version un peu plus jeune et moins flippante de l'empereur. Un autre acteur bien connu et rapidement intégré, c'est Samuel L. Jackson. Bien que sachant que son rôle serait mince comparé à ce qu'il a l'habitude de jouer, on a cité une filmographie, notamment Pulp Fiction, etc., l'acteur fait rapidement savoir qu'il donnerait tout pour être dans ce nouveau film, notamment à l'occasion d'un talk show, et le lendemain, son agent est contacté. S'agissant des rôles secondaires, maintenant, on peut aussi évoquer Terence Stamp qui joue le rôle du chancelier Valorum, ou encore Hugh Carshi qui joue le rôle du capitaine Panaka. On a eu l'occasion de rencontrer à QC et nous saluons nos amis organisateurs. Anthony Daniels et Kenny Baker sont également rappelés, aussi évidemment que Warwick Davis qui joue un ami d'Anakin. Et oui, Warwick Davis, les Ewok qui finalement se retrouvent dans tous les films aujourd'hui. Le cascadeur Ray Park est initialement choisi pour le rôle de méchant pour sa maîtrise des arts martiaux, étant donné que quand même Maul parle très peu durant le film. Enfin, nous aurons notre revanche étant peut-être son principal dialogue. Les tests maquillage sont aussi, bien sûr, très concluants. Oui, il faudra attendre Solo pour que Maul prenne un petit peu d'épaisseur et ait son plus long dialogue. C'est ça. Donc, la particularité de l'épisode 1 réside bien sûr dans le nombre de personnages qui ne seraient pas joués par des acteurs qui apparaissent à l'écran, mais qui seraient réalisés par des animations d'ordinateur. Mais quand même, tous ces personnages ont besoin de voix pour être personnifiés et incarnés, y compris sur le tournage. Pour le personnage de Jar Jar Binks, on a quand même donc besoin d'un acteur qui prêtera sa voix, qui interagit avec les autres acteurs, mais qui agit comme une base solide finalement pour les animations d'ordinateur par la suite. Un jeune acteur fait sensation lorsque Madame Gurland le découvre dans le fameux show Stomp, de percussions très sympas d'ailleurs. Tout à fait. Puisqu'on cherche un personnage dynamique avec beaucoup d'énergie et de vraies qualités d'improvisation, Ahmed Best est de suite privilégié et choisi. Le casting de l'acteur est simple, improvisation, et il fait l'unanimité. Été 1996, déjà 2 années de pré-production derrière eux et le bilan reste positif, le scénario est plus ou moins complet, des milliers de designs au compteur, et un casting quand même, qui est quasiment complet aujourd'hui. Le tournage est à 1 année devant Lucasfilm, donc il nous reste 1 an avant de commencer le tournage, et l'équipe décide maintenant de s'intéresser au décor, puisque on a les personnages, on a les designs, mais il faut avancer sur les décors. En août 96, Gavin Bucket et une petite équipe visitent les studios Leavesden à Londres. Ce studio a effectivement la particularité d'être un ancien aérodrome abandonné, ensuite qui a été repris par Rolls-Royce pour finir en studio de cinéma, une sacrée histoire donc, et beaucoup d'éléments sont considérés comme positifs sur le fait de choisir ce studio pour le tournage. D'abord la durée de location, d'une belle partie du studio, l'équivalent de 2 ans et demi, permettant, comme on peut le décrire auparavant, des allers et retours sur les décors et tourner des plans supplémentaires, sans compter bien sûr les énormes espaces disponibles pour un film de cette envergure. Après plusieurs visites en septembre 1996, c'est bien en décembre 1996 que l'on commence à construire les décors. Là encore, la méthode est toute nouvelle. Plutôt que d'envoyer 1000 personnes pour créer un décor le plus vite possible sans interaction possible, la production décide d'envoyer 8 à 12 personnes pour créer un décor sur 1 mois. Le but, c'est aussi d'assurer une meilleure communication. Parce qu'on sait que les décors, ça avait été quand même compliqué dans la première trilogie. Donc là, les équipes, vous vous en doutez, elles sont loin des 35 heures. Et elles sont organisées en shift pour que ça travaille 24 heures sur 24. Yes. Bien que l'équipe de Gavin Bucket s'appuie sur tout le travail de pré-production et des équipes de Duke Chang, l'autonomie complète leur est laissée par exemple pour designer l'intérieur des vaisseaux ou rendre plus concret et améliorer certains décors jusqu'ici simplement posés sur papier. Là encore, le réel doit se confronter à l'informatique, puisque nous le rappelons, beaucoup de décors doivent être générés par ordinateur, et de nombreuses questions se posent. Qu'est-ce qui doit être construit? Qu'est-ce qui est de la responsabilité d'ILM? Et c'est ainsi que les fonds bleus sont massivement utilisés, afin qu'ils soient plus facilement remplaçables en termes de décors et d'arrière-plan par les génies d'ILM. 5 mois avant le début du tournage, des réunions sont organisées entre Lucas, la production et ILM pour étudier chaque storyboard effectué et déterminer ce qui sera sur le plateau et
ce qui relève du travail de post-production. Vous imaginez, c'est un travail de fourmi. Le planning de tournage se précise. On a une première partie au studio, une seconde partie en Italie et en Tunisie, afin de donner à Bokeh plus de temps pour construire les derniers décors des dernières semaines de tournage. Ça représente au total plus de 60 décors construits, et au moment du rush, on passe bien sûr à une équipe plus massive, qui est notamment composée de plus de 100 charpentiers. Et oui, l'artisanat local a été largement mis à contribution. On construirait une belle maison avec 100 charpentiers. Pour les décors existants qui sont implantés dans d'autres pays qui ont été cités juste maintenant par Martin, une excellente base existe, mais elle doit également être adaptée à tout l'univers. C'est le cas par exemple du Regia Palace en Italie, qui sert de décor au palais de la reine Amidala. Mais se pose dans ces moments-là, comme on peut s'en douter, la question du tourisme. Le lieu étant hautement fréquenté, serait-il bien disponible pour accueillir l'équipe? En général, les arrangements sont trouvés tant les avantages sont nombreux pour le lieu d'accueil. C'est ainsi qu'on apprend que ce beau palais Regia Palace se trouve près de Naples, à titre d'information si vous souhaitez le visiter. Après l'Italie commence la préparation du tournage en Tunisie, lieu de pèlerinage star-warsien pour les décors de Tatooine à Tatooine. Lucas souhaite retourner au même endroit que lors des tournages précédents. Il est fétichiste, notre George, à la fois pour honorer cela d'un point de vue symbolique, mais aussi pour garantir la continuité. Le problème est du fait d'un petit oubli bien gênant des productions précédentes. Les équipes au démarrage ne sont pas réellement sûres de où se situent les lieux de tournage originaux. Ils avaient oublié. Mais heureusement, les équipes peuvent compter sur un fameux archéologue, David West Reynolds, qui s'était spécifiquement déplacé en Tunisie pour évaluer où étaient situés les lieux de tournage. Parce que oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais Tatooine se trouve en plein milieu du désert. Exactement, avec les mouvements de sable, etc. Il y a des choses aussi qu'on reconnaît pas. Et heureusement, on a eu un archéologue qui a signalé la présence des lieux de tournage, et c'est comme ça qu'on les a retrouvés. Les problèmes s'enchaînent, n'est-ce pas, comme souvent, de toute manière, quand on a fait des tournages en Tunisie d'un point de vue star-warsien, les lieux d'origine ne sont pas réellement modernes une fois qu'on les a retrouvés et ne sauraient accueillir une production de cette envergure. On décide donc de se délocaliser un peu à côté sur les villes de Tozeur, Medellín, Hadada pour construire les nouveaux lieux. On y assemble et on y rassemble beaucoup d'accessoires, notamment des sabres laser, les premiers pod racers, le matériel de base pour les pods de course qui lui vient d'Arizona. En tout, on a plus de 60 000 $ d'équipement militaire, de quoi plaire à notre ami podcasteur Malgus que nous saluons ici. Tout à fait. Quant au costume, Trisha Bigard commence également à s'activer. C'est une habituée des productions Lucasfilm ayant également travaillé sur les aventures du jeune Indiana Jones. C'est à cela que revient de traduire en concret les designs imaginés par le directeur artistique Ian McCabe. Et vous l'imaginez bien, le travail est titanesque. Il en prévoit la création de plus de 1100 costumes. Mais quelle couleur, quelle matière, qu'est-ce qui marchait bien sur le dessin et qui concrètement ne va pas fonctionner? En plus de ces costumes, Madame Bigard se charge également des accessoires. Donc une immense garde-robe est fixée au studio Leavesden, où on a de la place, très clairement, pour compter durant le tournage 250 costumes pour les personnages principaux, couplés à 5000 pièces d'habillement pour des personnages secondaires. C'est un travail colossal donc, avec plusieurs défis qui se télescopent. Comment garder en état tous ces costumes tout au long du tournage, en prenant en compte leur transport vers les pays de tournage, mais également lors des scènes de combat ou des cascades. Le personnage qui nécessite, sans hésitation, on l'a dit, le plus de travail, c'est bien celui de la reine Amidala. Et ça ne vous étonnera pas. Le style principalement retenu pour ce costume concrètement étant celui de la Renaissance italienne, avec des couleurs associées au décor du palais vu dans le film. Donc vous voyez, on est passé de la Mongolie à la Renaissance italienne. La reine Amidala a suscité beaucoup d'interrogations. Tout à fait. Donc, c'est le grand moment du grand débarquement des aliens dans le studio, qui sont créés sous la supervision de Nick Dodman, soit comme animatronique ou en simple masque et costume portés par des acteurs. On opte pour un mix des deux, en fait. Oui.
Et Nick Dudman nous vient tout droit du grand Stuart Freeborn, immense artiste ayant notamment travaillé sur le personnage de Yoda. Il est accompagné de plus de 55 collaborateurs pour amener à la vie les différentes aliens vues dans le film. Les deux Némoïdians, Newt and Run, de la Fédération du Commerce, donc pourtant deux personnages tout de même très importants du film, sont ajoutés très tard au plan de production de Dudman. La décision est jugée plus économique d'utiliser des acteurs pour les incarner. Mais seules les têtes sont en animatronique et donc fait important, ils sont capables d'être synchronisés au niveau des lèvres de l'acteur. Lorsque l'acteur exagère ses dialogues, eh bien ça fait bouger les lèvres de l'animatronique et ça donne une impression de réalisme. Alors petite anecdote sympathique, durant les sessions de présentation à Lucas, des noms doivent être retrouvés pour les différents Jedi et Dudman décide de nommer un des Jedi Plo Koon en référence au surnom de son fils. Durant sa première année de vie, Lucas accepte en retirant le N de plomb et Plo Koon est né. Pour le personnage de Jar Jar, on décide de créer un costume complet porté par Ahmed Best, avec une sorte de visière noire au niveau des yeux de l'acteur et une tête de Jar Jar au niveau de son crâne. Ceci d'abord afin de permettre aux acteurs interagissant avec lui de regarder au bon endroit et d'avoir cette impression de grandeur. Le personnage de Yoda mérite aussi que l'on s'y arrête quelques instants, tant par son caractère iconique que par les multiples péripéties de son apparence sur l'épisode. On n'a pas fini d'en parler exactement, la marionnette de base elle est faite de latex, mais le département de Dudman décide de créer une nouvelle marionnette, fortement inspirée certes, mais en utilisant du silicone cette fois-ci, permettant un bien meilleur réalisme et une meilleure manipulation de la marionnette pendant le tournage. Et oui, c'est ainsi que l'on apprend que Yoda a failli finir comme le... Je vais m'arrêter là. Ouais, merci. On retient également le système initial du contrôle du front de Yoda, puisque la marionnette originale, la manipulation du front entraînait nécessairement une ouverture de la bouche, donc à chaque fois que notre cher Yoda ouvrait trop grand les yeux, sa bouche s'ouvrait en même temps. C'était quand même pas terrible pour la crédibilité du grand maître Jedi. C'est sûr. Frank Oz revient tout de même en grand orchestrateur des lèvres du maître Jedi pour assurer une continuité avec la trilogie et pour ne pas quand même que cette version un peu plus moderne ne tranche trop avec l'ancien personnage. Et puisque tu parles de version moderne, chère Margot, on va pas ouvrir le débat, mais on sait aujourd'hui que sur les nouvelles versions du film, La Menace Fantôme, eh bien on ne voit plus cette marionnette. Cette marionnette est remplacée par une version entièrement numérique, plus aligné avec le reste de la prélogie, finalement, comme on le verra par la suite. Au total, le département Alien crée 140 créatures pour le début du tournage. Dernière note intéressante concernant le tournage de C3PO. Ah, le fameux 3PO. Oui, c'est ILM qui se charge de la création et de l'établissement du nouveau design. John Knoll, responsable des effets visuels à ILM, s'inspire alors d'une méthode japonaise qui implique un marionnettiste habillé en noir qui manipule la marionnette destinée à être visible à l'écran devant lui. C'est ce qui est retenu pour le film, le marionnettiste étant retiré par la suite en post-production, et c'est Mike Lynch qui se charge de diriger le C3PO squelettique, Anthony Daniels étant réquisitionné pour effectuer les dialogues simplement et permettre une plus grande synchronisation. Ça a dû être le tournage le plus agréable de sa vie. C'est clair. Vous vous souvenez sans doute que le costume de C3PO dans les épisodes précédents était si lourd qu'Anthony Daniels s'écrasait dans le sable tunisien tout seul et il fallait plusieurs personnes pour le relever. C'est clair, il a eu énormément de problèmes. 2 semaines avant le démarrage du tournage, les entraînements au sabre laser s'intensifient pour les acteurs qui effectueront la majorité des combats eux-mêmes, sous la haute supervision de Nick Gillard. Ainsi, Ewan McGregor et Ray Park sont eux-mêmes présents, par exemple, pour leur duel final. Bien entendu, notre acteur préféré, Liam Neeson, n'échappe pas non plus à ses entraînements, bien que le making-of vidéo des bonus DVD ne le montre pas très à l'aise avec le maniement de l'arme. Ça devait être au début de l'entraînement très certainement, puisque dans le film, ça se passe très bien. Alors tous ces travaux nous amènent en juin 1997, après plus de 3 ans de préparation et de pré-production. L'équipe est prête pour entamer le tournage de Star Wars épisode 1, La Menace
fantôme. Et c'est ainsi que se conclut, je pense, chère Margot, cet épisode consacré à la pré-production. Nous avons comme toujours pris énormément de plaisir et sommes ravis de nous lancer dans toute la prélogie, comme on le fera si nous avons toujours la confiance du leader suprême. Nous l'espérons et nous le saluons. Nous vous rappelons les sources quand même sur lesquelles on a pu se baser pour ce contenu. Tout à fait. Le livre Making of The Phantom Menace de Laurent Bouzreau et Jodie Duncan et tous les bonus DVD de l'épisode 1, Making of sur internet, voilà, beaucoup d'autres sources également, mais ce sont quand même les principales. Peut-être allons-nous remercier nos partenaires une nouvelle fois, cher Margot. Tout à fait, nous remercions nos partenaires mintinbox.net, siteclan.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geek Québec et Génération Star Wars et Science Fiction. On vous retrouve donc pour un prochain épisode, des petites surprises à venir, on n'en dit pas plus sur l'évocation du tournage. En tout cas, au nom de toute l'équipe, merci beaucoup de nous avoir écoutés et que la force soit avec vous.